Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de J'affiche complet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube. Nouvelle vidéo qui est sur un format un petit peu différent de d'habitude, puisque aujourd'hui nous allons parler de AirDiana et de 3 pépites d'AirDiana que j'ai envie de partager avec vous. Et donc pour cela je suis obligée de vous montrer l'écran de AirDiana et donc de ne pas être seulement en vidéo. Alors, donc ces 3 pépites de AirDiana que je voulais partager avec vous, c'est ces 3 éléments que nous on utilise au quotidien pour travailler en tant que revenu manager. Dans ces 3 pépites, il y a 2 nouveautés qui ont été qui sont apparues avec le changement de AirDiana qui a eu lieu il y a maintenant quelques mois, et un autre qui est quelque chose qui existait déjà, qui a été un petit peu remasterisé, mais qui est sous, on va dire, la même forme que ce qui existait avant, mais que j'ai vraiment envie de partager avec vous parce que c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et que je trouve vraiment intéressant de pouvoir regarder et en fait facilement utilisable pour vous sur vos villes sur lesquelles vous avez vos biens. Donc aujourd'hui on va prendre en exemple la ville de Montpellier. Alors pourquoi Montpellier? Tout simplement c'est que fallait que je choisisse une ville et que je suis originaire de Montpellier et j'ai choisi de regarder cette ville là pour pas faire de choix particulier. Alors, cette première pépite, c'est un changement qui a été fait plutôt sur le visuel et ça concerne plusieurs graphes. Donc on va regarder en premier le graphe occupancy, donc qui est le taux d'occupation. Il y a le même graphe sur la partie rate pour les prix et le revenu, et même je crois qu'on l'a pour le RevPAR. Donc cette vision, c'est les graphes empilés. Je ne sais pas si c'est exactement le bon terme, mais ça permet vraiment d'avoir une vision sur des 3 jusqu'à les 5 dernières années en ayant les courbes de prix les unes par-dessus les autres, et c'est vachement plus visuel que ce qu'il y avait avant. Donc vous allez sur l'élément occupancy pour le taux d'occupation. Ici, vous laissez bien cette question. Et vous choisissez les 3 ou les 5 dernières années sur le pré-Covid. Alors, sur les 5 dernières années, ça donne ça. Je trouve que ça commence à faire beaucoup, un petit peu brouillon. Vous savez que nous, au quotidien, on utilise plutôt les 3 dernières années, donc je vais vous montrer de cette manière-là. Avant, en fait, ce qui change, c'est qu'avant, on avait ce graphe comme ça, par exemple, de taux d'occupation, mais en fait, on avait 2021 jusqu'à 2024 ici, mais tous les uns à la suite des autres. Donc, il fallait vraiment pour finalement comparer un mois à l'autre, de voir bouger finalement sur son écran, ce qui était quand même moins pratique et beaucoup moins intuitif. Donc là on voit vraiment d'un seul coup d'œil la fluctuation des taux d'occupation de mois en mois, et de voir en fait d'année en année finalement où est-ce qu'on a été au-dessus, où est-ce qu'on a été en dessous. Par exemple, et cas très flagrant pour notre mois d'août, on voit que sur le mois d'août à Montpellier, en 2021, on a été le meilleur mois en termes de remplissage, 2022 en 2e position, et finalement 2023 a été bien moins bon que les 2 précédentes années. Si on regarde aussi par exemple ce début d'année, on voit aussi le début d'année 2024, alors on a toujours les données pas sur le mois en cours, et on attend toujours entre le 10 et le 15 du mois suivant pour avoir les données du mois précédent. Donc ça c'est quand même important à savoir. On voit ici finalement que le remplissage de 2024 a aussi été moins bon finalement que 2023, que 2022, mis à part sur le mois de mars. Donc on voit que c'est un schéma là qui est un peu en train de se répéter de mois en mois. On a exactement le même type de graphe pour les rates, et c'est hyper intéressant finalement de cumuler les deux. Donc là je pourrais pas vous montrer sur mon écran le graphe des taux d'occupation à côté le graphe du prix moyen, mais nous c'est clairement ce qu'on fait dans nos travails d'audit de création de stratégie initiale. Mais si vous prenez les rates ici, vous gardez la première question, encore une fois vous mettez sur les 3 ou les 5 dernières années comme vous préférez, et on voit exactement la même chose. Et là tout à l'heure ce qu'on disait c'était que 2021 était l'année la plus remplie. Et finalement on voit que c'est pas forcément l'année où on a vendu le plus cher. Quand est-ce qu'on a vendu le plus cher? C'est finalement en 2023, là où on a été la moins remplie, et finalement le dernier en termes de prix c'était 2022 où on a vendu un peu plus que 2023, mais qu'on a vendu moins cher que 2023. Donc ça permet vraiment derrière d'en trouver des conclusions. Et par exemple, on voit aussi, tout à l'heure je parlais de début 2024, on voit aussi ici que finalement 2024 a été plus cher, le début de l'année 2024, que le début de l'année 2022 et que le début de l'année 2023. Et après, donc, pour être sûr et se dire, ok, on voit cette taux d'occupation, on voit ces prix moyens, mais finalement, est-ce qu'on a gagné plus de revenus? Et donc là, on va sur le graphe du revenu.
On garde toujours la première question. Encore une fois, on se met toujours sur les 3 dernières années. Et là, on peut commencer à en tirer des conclusions. Donc, finalement, on voit que ce qui sort gagnant sur le mois d'août, on a notre année 2021 où on a vendu à la fois plus cher, légèrement, plus de nuitées, mais légèrement moins cher que 2023. Mais finalement, on va chercher un meilleur revenu de 1,9K euros. Finalement, par contre, entre 2022 et 2023, 2022, on a vendu plus de nuitées qu'en 2023, mais moins cher. Et 2023, on a vendu moins de nuitées, mais plus cher que 2022. Finalement, c'est retrouvé ISO. Par contre, si on regarde le début de l'année 2024, enfin, il n'y a pas forcément de par contre, on voit que on a été légèrement moins bon, mais ça reste à pas autant d'écart finalement que sur l'été, en 2024 qu'en 2023, du fait d'avoir vendu plus cher mais moins. Sur le mois de février, on voit finalement que c'est 2024 qui l'a remporté, mais on est presque ISO par rapport à 2022, c'est pas hyper flagrant. Le mois de mars par contre est quand même sorti du lot en ayant vendu plus cher, et le mois d'avril se retrouve aussi plutôt ISO par rapport à 2023. Donc parfois aussi, ça peut être intéressant de vendre moins de nuitées, mais plus cher. Tout dépend aussi de ce qu'on recherche. Le mieux étant d'aller chercher un équilibre entre les deux. Et ça, c'est à tester de semaine en semaine lorsque on applique nos prix. Donc voilà les graphes que je voulais absolument partager avec vous et que je trouve hyper intéressant et beaucoup plus intuitif à regarder. Et pour prendre des décisions, c'est quand même beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et beaucoup plus visuel que le format qui existait précédemment. L'autre graphique que je voulais vous montrer, c'est une nouveauté aussi, c'est un graphique de durée moyenne de séjour. Donc ce graphique, il se retrouve dans Occupancy, donc c'est là où on était au tout début. Par contre là, il faut changer de question et prendre How long were guests staying, pour finalement savoir combien de temps restent les clients dans les biens. Donc là, on peut aussi le mettre sur les 3 dernières années, mais ça n'a un peu moins d'intérêt puisque finalement, d'une année à une autre, les durées moyennes de séjour ne changent pas tant que ça, enfin ne changent pas de manière radicale. Oui, on voit des fluctuations, mais on est à la virgule près. Donc je trouve que c'est plus embrouillant qu'autre chose, donc je reste plutôt de manière générale sur les 12 derniers mois, mais ça permet aussi de manière assez visuelle de voir qu'en fonction des mois, la durée moyenne de séjour n'est pas la même, ce qui est complètement logique, mais ça permet vraiment de le voir finalement en image. Donc sans beaucoup de surprise, on a notre mois d'août qui sort avec la durée moyenne de séjour la plus longue, de 4 nuitées. Donc là, on est au global, toute typologie bien confondue. On peut aussi aller chercher les données vraiment par typologie de biens, mais là, je reste assez généraliste. Et la plus basse durée moyenne de séjour, on est sur 3,4 nuits sur novembre, décembre, février et mars. Finalement, elle ne fluctue pas tant que ça, cette durée moyenne de séjour. Et ici, on est vraiment sur ce qui a été réservé et ce qui en est ressorti dans le passé finalement. Qu'est-ce qui a été réservé en moyenne comme durée moyenne de séjour. Donc ça peut nous permettre de prendre aussi des décisions et aussi de savoir au niveau du ménage quelles vont être les rotations de ménage d'un point de vue opérationnel. Attention à ne pas confondre avec tout en haut du graphique RDNA, ici, cette partie qui retrace les conditions de réservation des annonces. Alors, c'est aussi un graphe qui est hyper intéressant et que j'aime beaucoup utiliser. Donc, on retrouve les conditions d'annulation. Donc, on ne va pas forcément en parler aujourd'hui. Et on retrouve les conditions, enfin, les durées minimum de séjour sur les annonces. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas le confondre avec le graphe que l'on vient de voir avant. Ici, c'est comment sont paramétrées les annonces. Ce n'est pas ce qui a été réservé. Ici, on est vraiment sur ce qui a été réservé dans le passé. C'est les données qui ont été extraites par Airdiana des séjours passés. Ici, on est vraiment sur comment sont paramétrées les annonces, mais pas forcément ce qui a été réservé. Et on voit que finalement, la durée moyenne de séjour qu'on a vue dans les historiques des ventes, on était sur du 3,5 à 4 nuitées en moyenne. Alors que finalement, plus de 50% des annonces sont paramétrées entre 1 et 2 nuits minimum. Donc on voit qu'il n'y a, entre guillemets, pas forcément de corrélation entre les deux. Il y en a une quand même, puisque plus on est sur une durée minimum de séjour basse, plus on est visible, plus l'algorithme nous fait ressortir, et donc plus on a de chances d'être réservé, et après d'être réservé pour toute durée de séjour. C'est pas forcément si on se met en minimum stay de 1 ou 2 nuits que l'on va avoir des réservations de 1 ou 2 nuits. Nous, on le voit au quotidien. Très régulièrement sur le court terme, donc c'est-à-dire vraiment la semaine en cours, on passe un minimum stay de 1 nuit pour vraiment être le moins restrictif possible et libérer tous les trous restants à la vente et se dire
toute façon, on est en dernière minute, il vaut mieux vendre en une nuit que de ne rien vendre. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Mais finalement, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas tant que ça de réservation en une nuit, mais tout simplement, ça fait booster l'algorithme et ça nous fait remonter dans les résultats de recherche du fait d'être moins restrictif sur nos durées de séjour. Et dernier élément que je voulais partager avec vous et qui est cette fois-ci pas du tout une nouveauté, c'est le RevPAR jour par jour. Donc vous pouvez avoir accès à cet écran-là sur la partie RevPAR, donc c'est le tout dernier. Sur la partie RevPAR, vous avez aussi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la possibilité de le regarder en cumul aussi hein, sur les 3 ou 5 dernières années. Désolée. Ça a mis un peu de temps à charger. Vous avez aussi la donnée, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que j'aime beaucoup regarder cet écran qui nous permet vraiment d'avoir la donnée jour par jour. C'est What time of year had the highest RevPAR. Donc, ici, ça n'a pas vraiment changé par rapport à avant, hein. C'est juste, ça a été remasterisé, on n'avait pas exactement les mêmes couleurs, etc. Mais je trouve ça hyper intéressant de vous le montrer et ça peut vraiment vous aider aussi à créer votre stratégie tarifaire. Nous, c'est clairement une fenêtre, enfin un écran que l'on regarde pour créer les stratégies. Parce que là, d'un simple coup d'œil, on arrive à se rendre compte quels sont les mois forts. Vous avez la petite légende en bas, mais je ne peux pas tout vous montrer sur le même écran. Ah si, c'est bon, ça marche. Plus on est bleu foncé, plus le RevPAR est haut. Et donc, ça permet en fait d'un seul coup d'œil d'identifier les périodes fortes. Donc là, d'un seul coup d'œil, on voit que c'est juillet-août, hein, sans beaucoup de suspense. Les périodes faibles, c'est celles qui sont les plus grises. Donc, on voit du janvier, du février, du mars, du octobre, du novembre. On voit qu'entre les deux, qu'est-ce qu'on retrouve finalement tous les week-ends et ça permet vraiment de mettre d'avoir quelque chose de visuel pour nous dire que par exemple là les week-ends ressortent, on voit aussi les ponts qui ressortent, on a aussi les événements. Donc là par exemple moi je sais très bien que ici sur le bon, ça c'est à la fois le pont d'Ascension mais c'est à la fois un très gros événement qui a lieu à Montpellier, c'est le FIS, c'est un événement de sport extrême qui rassemble énormément de monde, cumulé finalement à l'Ascension, ça fait bouger quand même sur la zone et on voit clairement là que ça nous fait warning. Quand on crée la stratégie, on se dit oulala, là il faut aller regarder qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière et qu'est-ce que nous on va mettre en place cette année. Peut-être que c'était un événement ponctuel et on ne pourra pas le remettre en place, comme la Coupe du Monde de rugby qui a par exemple eu lieu à Paris comme à Marseille ou d'autres villes. On va avoir finalement notre mois de septembre et notre mois d'octobre qui vont avoir des jours ou voire des semaines beaucoup plus fortes que d'autres, mais on ne pourra pas les réimpacter l'année suivante puisque cet événement n'aura pas lieu. Par contre là, tout ce qui est pont, événements récurrents, vacances récurrentes, il faut à chaque fois le prendre en compte pour pouvoir l'impacter l'année suivante. Donc vraiment, ça c'est un écran que j'aime beaucoup utiliser et ça nous permet aussi de savoir finalement sur un mois, par exemple, on va prendre notre mois de juin, savoir les week-ends, finalement ils sont plus colorés, à combien il faut les majorer par rapport à la semaine. Donc là par exemple, si je prends cette semaine au hasard, on est entre 90 et 89, bon, 88 euros de RevPAR, bon, c'est des dollars, je sais pas pourquoi mon compte s'est mis en dollars, bref, c'est pas grave, c'est la même chose. Et on voit que les week-ends, on est sur du 93. Donc finalement, on n'a pas tant de hausse de RevPAR, hein, on est sur une histoire de 4-5 euros de différence, mais on peut toujours aller mettre une petite majoration de 5% sur les week-ends. Et finalement, là, j'ai presque envie de dire que ça peut démentir aussi certaines croyances, de dire que le mois de juin, il est super fort. Alors oui, c'est une bonne période, oui, on se rapproche de la haute saison, mais finalement, on n'est pas si fort que ça sur un mois de juin. On a nos week-ends qui se détachent, mais ils se détachent de pas beaucoup par rapport finalement à la semaine. Et contrairement, par exemple, à du cœur de l'été. Et en plus, on voit que dans l'été, là, on est sur du 100, 110, mais si on se met par exemple sur les très bonnes semaines ici, on est sur du 108, 112, 110, mais finalement, on voit que les meilleures semaines du mois d'août, là autour du 15 août, bon, on a 10 euros d'écart en RevPAR de différence avec le mois de juillet. Donc pas tant que ça, c'est-à-dire que finalement, les bonnes semaines du mois d'août, on peut les majorer de 5-10%, mais ça sert à rien d'aller mettre un 50% de majoration sur cette période-là, on sera beaucoup trop cher. On voit aussi par exemple là que nos week-ends, nos premiers week-ends de septembre restent assez forts par rapport, ouais, quoique pas grand-chose, mais plus fort que par exemple là cette fin de mois de septembre. On a tous nos samedis d'avril aussi là qui ressortent et qui sont plus forts finalement que les vendredis soirs qui sont normalement censés fonctionner aussi souvent de la même manière.
Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que de vous avoir montré tous ces écrans, vous allez pouvoir les appliquer maintenant dans la création de vos stratégies. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des écrans que vous souhaitez qu'on vous explique, vous voulez qu'on fasse des vidéos sur des écrans particuliers de RDNA. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Au revoir.